Donc moi je m'appelle Philomène, je suis militante à Paris et je suis étudiante à Paris Cité. Je viens de finir un master de lettres. Je ne dis pas ça pour faire mon CV, mais parce que j'ai fait mon mémoire sur la FIARI et c'est aussi pour ça du coup que je peux présenter ce topo aujourd'hui. Donc l'objectif c'est de discuter d'une expérience en particulier, de celle de la FIARI dans les années 30, mais aussi plus globalement d'en profiter en fait pour discuter plus en général de l'articulation entre l'art et la politique, entre l'art et la révolution. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant de traiter ça cette année que ça a été un sujet en fait d'actualité dans le monde artistique, parce que je ne sais pas si vous avez vu passer, mais en janvier, donc au moment de la petite rentrée littéraire, là en janvier 2024, il y a eu plusieurs sorties d'ouvrages qui posent ces questions-là. Il y a eu donc Des faire voir de Sandra Lubert. Il y a eu un livre collectif qui a été notamment dirigé par Nathalie Quintane qui s'appelle Contre la littérature politique, et un dialogue, un échange à deux voix entre Kauta Archi et Joseph Andras qui s'appelle Littérature et révolution. Ces trois ouvrages, ils posent la question de l'articulation entre la révolution, l'art et la révolution, mais ils le posent voilà, chacun à leur façon, mais il y a des points communs. La première, c'est de refuser l'idée, et qui est un truc qui est assez courant quand on est dans le milieu de l'art, que l'art est par essence politique. Point barre, voilà, faire de l'art, c'est politique. Et sans suite, eux, ils refusent un peu ce raccourci-là aussi pour chercher à poser jusqu'au bout la question de l'articulation entre les deux, parce que précisément, en fait, ça regroupe un certain nombre de problématiques, et notamment de savoir comment on fait en sorte que si on fait un art politique, comment on fait en sorte que la politique ne prenne pas le pas sur l'art et vice-versa, et que c'est toujours l'enjeu de savoir comment on va équilibrer l'un sur l'autre, etc., comment on fait en sorte de faire une vraie fusion, et c'est des réflexions qu'ils abordent tous dans leurs différents ouvrages. Et après, c'est l'idée aussi de revendiquer le fait que l'art a un rôle politique à jouer, notamment un rôle dans le processus révolutionnaire, de se dire que ce n'est pas le sujet, on ne va pas faire la révolution par l'art, et ça ne veut pas dire pour autant que l'art n'a pas de place dans ce processus-là, etc. Donc au contraire, c'est tout ce qu'ils abordent, et c'est aussi, je crois, ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Et par ailleurs, en plus, c'est intéressant parce que, évidemment, il se pose la question des filiations. Nathalie Quintane, elle parle des avant-gardes, elle parle des surréalistes comme des points de référence. Et même Andras et Archi, ils revendiquent Victor Serge, qui a écrit, en fait, précisément un ouvrage qui s'appelle Littérature et révolution. Et ils lui piquent le nom, et ils le font ouvertement. Et ils le citent à plusieurs reprises, etc. Et du coup, je pense que c'est intéressant aussi pour nous de se plonger dans cette expérience-là, à laquelle Victor Serge, précisément, a participé. Et puis, bon, ça ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, tout le monde parle des années 30. Un peu, voilà, c'est le point de comparaison par essence. Et à tel point que même au moment de la dissolution, il y a une tribune d'artistes qui est sortie, qui se positionnait voilà, contre la montée de l'extrême droite, contre le fascisme, etc. Et en fait, il y avait une référence à celle des années 30, en fait, en 34. Il y a une tribune d'artistes qui est sortie, et vous allez voir que ça permet aussi de voir un peu plus en profondeur et de connaître plus les processus qui étaient en cours à l'époque pour penser aujourd'hui plus en profondeur. Mais du coup, la FIARI, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est la Fédération internationale pour un art révolutionnaire indépendant. C'est un projet qui naît de la rencontre entre Trotsky et Breton à Mexico au printemps 1938. À ce moment-là, donc, Trotsky il est en exil au Mexique, il est poursuivi par le stalinisme, et il est caché, et il se rencontre à Coyoacán chez Diego Rivera et Frida Kahlo, qui sont tous les deux des artistes peintres dont vous avez déjà dû entendre parler. Et du coup, de cette rencontre, de leurs échanges, il va naître un manifeste, le manifeste de la FIARI, et derrière, plusieurs tentatives de construction de sections nationales de ce groupe-là. Le manifeste, et je vais y revenir par la suite, mais vraiment la façon dont il est présenté et l'objectif, c'est de revendiquer une totale liberté artistique, notamment de se positionner contre la censure énorme qui règne dans le monde à ce moment-là, en premier lieu la censure fasciste, mais aussi la censure stalinienne, et puis surtout pour poser la perspective d'un art révolutionnaire. Ça, c'est pas une perspective juste abstraite, ça va se faire notamment avec la volonté de batailler en fait les orbites culturelles qui ont été construites par le Parti communiste dans pas mal de pays. À ce moment-là, évidemment, je vais développer tout ça tout au long. Donc voilà, ils ont écrit le manifeste, ils ont fait un travail de traduction dans plusieurs langues, ils ont cherché à le faire signer. Ils avaient à ce moment-là même la perspective de réaliser
on va dire à moyen terme, un congrès international d'artistes révolutionnaires, etc. Globalement, il y a eu la Seconde Guerre mondiale juste après, et tout ça n'a pas abouti, mais il y a une tentative française qui est tout à fait méconnue, mais qui est en fait très intéressante. Breton, c'est lui qui a écrit le manifeste, donc il était très convaincu de l'idée, et il a cherché à convaincre à fond les surréalistes, et il a réussi à les entraîner dans le projet. Et après, pour autant, la FIARI, c'est pas juste les surréalistes, et du coup, ils vont faire un travail notamment pour faire en sorte que ça se résume pas juste aux surréalistes qui font de la politique. La principale activité du groupe, ça va être de publier une revue, un bulletin qui va sortir une fois en janvier 39 et une fois en février 39. Ça s'appelle Clé. C'est un peu un mélange des genres. Il y a à la fois des prises de position politiques, il y a des critiques littéraires, des critiques artistiques, des genres de petits articles de dénonciation. Enfin, voilà, c'est un peu un patchwork, et ça correspond assez bien, en fait, vous allez voir, à ce que c'est le groupe. Je vais essayer là de structurer mon topo en 3 moments, à la française. Et je vais commencer un peu rapidement par vous présenter les 2 groupes, parce que je pense que c'est... Donc quand je dis les 2 groupes, c'est les surréalistes et les prolétariens qui constituent la FIARI, parce que je pense que c'est bien pour réussir un peu à comprendre de quoi on parle, et après rentrer plus dans le vif du sujet et développer d'abord les positions politiques que prenait la FIARI, et ensuite plus voir les ébauches, les réflexions qu'ils ont eues sur l'articulation plus précisément entre l'art et la politique, et puis voilà, voir comment nous, ça peut nous aider à penser des fils de continuité. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous pensez que vous allez avoir un manuel pour devenir un artiste révolutionnaire, vous allez être ultra déçus. Mais par contre, ça peut nous aider en tant qu'artiste révolutionnaire, que trotskiste, de voir quels sont les apports qu'on peut faire sur ce terrain-là, au moins en termes de réflexion. Donc, je vous disais, il y a notamment 2 groupes qui sont d'artistes qui sont membres de la FIARI. Le premier, c'est les surréalistes. Le surréalisme, on connaît plutôt, en tout cas, on en a une vague idée généralement. Cette année, c'est le centenaire de la publication du manifeste surréaliste. Donc, si jamais vous avez envie, vous allez voir à la rentrée, il va y avoir des tas de trucs sur le surréalisme. Reste à savoir si ça sera fidèle à ce qu'a été le mouvement. Mais en tout cas, le surréalisme, ça se lance après la Première Guerre mondiale. Ça se lance. En tout cas, c'est les premières ébauches, tentatives poétiques. Elles commencent dès 1919. Elles ont été notamment portées par un travail entre André Breton et Philippe Soupeau, qui sont deux poètes surréalistes. Et en fait, à partir d'une application de ce qu'ils appellent l'écriture automatique, un travail autour du rêve, on connaît parfois plus l'approche avec le cadavre exquis, des sommeils hypnotiques, etc. Toutes ces expériences-là, ça leur permet d'écrire ensuite le manifeste du surréalisme, qui est publié en 1924, ce qui officialise un peu le début du mouvement, quoi. Et vraiment, l'approche des surréalistes, c'est de vouloir ouvrir plus une recherche créative. C'est l'idée d'une pratique nouvelle, d'explorer d'autres terrains. Et il y a une aspiration vraiment assez forte à la liberté, et qui se traduit par l'idée de vouloir rompre la pensée résonante ou la pensée raisonnée. Et donc Breton, il propose cette petite définition très formelle dans le manifeste, dit surréalisme non masculin, automatisme psychique par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique et morale. Bon, là, c'est pareil, si vous savez quoi faire après ça, c'est que vous êtes fort, mais en tout cas, ça offre vraiment pour moi l'idée que c'est des points de départ, que c'est des débuts, ce n'est surtout pas une école, des consignes, un cadre, etc. L'idée, c'est vraiment d'essayer de sortir précisément du carcan de l'apprentissage figé, etc. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour les surréalistes. Ça, c'est une chose, cette espèce de recherche de créativité, artistique, etc., en dehors d'un contrôle de la pensée, etc. Et l'autre, je pense qu'un élément, il y en a plein, mais je ne vais pas tout pouvoir vous dire, mais qui est important, je pense que c'est tout un développement autour du collectif. Il y a un fonctionnement de groupe qui est assez important en fait au sein du surréalisme, et qui, je pense, est assez subversif, parce que précisément en fait il va à l'encontre d'une approche plus classique, d'une approche bourgeoise de l'art, qui est fondée quand même sur l'individualité dans la création, sur le parcours d'un génie personnel qui soit inspiré, etc. Et c'est quelque chose qui est particulièrement vrai, je pense, quand on parle de poésie,
où de fait la question du moi, elle est souvent au centre et elle est souvent considérée comme nécessairement individuelle. Et au contraire, les surréalistes, eux, ils travaillent à faire émerger des formes poétiques par le collectif. Tous les exercices que je mentionnais faits par Soupeau et Breton, c'est des choses qu'ils ont fait à plusieurs. Et notamment, en fait, juste après l'écriture du manifeste, ils ont lancé quelque chose qui s'appelle le Bureau surréaliste. C'est un lieu, c'est une genre de permanence qu'ils font plusieurs fois, tous les jours, plusieurs fois par semaine, etc. L'idée, c'est de faire un lieu d'échange, de rencontre, de discussion pour partager les créations qu'il y aurait eu, pour échanger, discuter, mettre en commun, etc. Et ils consignent un certain nombre de choses dans un cahier. C'est une archive assez incroyable pour voir en fait de très près qu'est-ce que faisaient les surréalistes ensemble. Donc voilà, c'était une petite présentation des surréalistes. Et le deuxième groupe, c'est les prolétariens. On les connaît pas généralement. Il y a même assez peu par rapport au surréalisme de travaux, de recherche, etc. Peut-être pour situer les plus connus d'entre eux, ça peut être Henri Poulaille, Marcel Martinet, mais même ça va, Constant Malva, mais en fait assez rapidement on les identifie pas forcément, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que c'est la littérature prolétarienne? Ça se développe et ça se consolide en fait dans les années 30, un peu comme le surréalisme du coup. Et l'idée, c'est que notamment en fait, il faut lutter contre l'art bourgeois, contre la culture bourgeoise, avec l'idée que la littérature elle est produite à destination de la bourgeoisie, par la bourgeoisie, et qu'elle est volée au reste de l'humanité, qu'il n'y a pas accès, notamment au prolétariat, et que par ailleurs ça se transmet aussi sur un terrain esthétique, où eux ils critiquent énormément le style inutile, ils disent, ou l'art d'écrire, ou l'art pour l'art, c'est quelque chose qui va être assez fondamental. Et de ce point de vue-là, pour eux, il y a un enjeu, c'est la question de l'authenticité. C'est quelque chose qui revient énormément dans leurs écrits sur eux-mêmes, etc. Il faut que ce soit authentique, il faut que ça reflète la réalité le plus possible pour qu'en fait le peuple, etc., puisse s'identifier, puisse reconnaître sa propre vie, ses propres émotions, etc. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui les anime. Et du coup, l'idée, c'est de faire une littérature qui soit à destination du prolétariat, qu'ils le prennent comme sujet pour traduire la voix d'un prolétariat qui a en fait pas le droit le reste du temps. C'est quelque chose qui se traduit sur un terrain esthétique parce que, je vous disais, ils rejettent le style, le côté bien écrire, etc. Et ça va se traduire par un emploi, par exemple, d'un lexique argotique, de faire des élisions, de refuser un peu tout un tas de détours, etc. Avec l'idée que ça empêcherait de séparer l'art de la vie telle qu'elle est, etc. Et quand même, au sein des prolétariens, il y a deux lignes qui existent. Enfin, il y en a sans doute d'autres, mais deux lignes importantes. La première, c'est une ligne qu'on va dire un peu apolitique, avec l'idée qu'il faut que la littérature prolétarienne se pose avant tout par l'origine sociale de la personne qui écrit. Et du coup, de ce point de vue-là, pour faire la littérature prolétarienne, il faut être issu du prolétariat, il faut être autodidacte, il faut faire le choix de rester dans le prolétariat, c'est-à-dire de ne pas faire de la question de l'écriture, etc., un métier. Et du coup, c'est quelque chose qui est important d'être un ouvrier manuel, un employé, un instituteur. C'est toute une ligne, notamment à laquelle participe Poulaille, et qui est importante. C'est une ligne plus, par la position de l'auteur, quoi. Et une autre ligne au sein du mouvement qui veut voir la littérature prolétarienne comme un moyen, c'est-à-dire avec l'idée qu'elle doit jouer un rôle vis-à-vis de la classe pour donner, pour faire grandir la conscience de classe. Donc leur logique, c'est plus de voir, par exemple, comment on peut, au sein d'un roman, d'un ouvrage, etc., permettre de révéler les causes de la souffrance du prolétariat, etc., et que c'est quelque chose qui les anime beaucoup. Pour faire ma transition vers ma deuxième partie sur les fondements politiques de la FIARI, je vais essayer de revenir un peu sur comment ces deux groupes, vous pouvez voir qu'ils ont une approche quand même très différente de l'art, de quel type de production artistique ils se revendiquent, etc. Et comment en fait ces deux courants se sont retrouvés, c'est notamment sur un terrain politique. Et avant de revenir sur les fondements politiques de la FIARI en elle-même, je voulais vous dessiner un peu leur parcours politique à chacun.
Les surréalistes, bon, je vous disais, ça naît après la Première Guerre mondiale, notamment du traumatisme des tranchées, de la violence de la guerre et de son absurdité. Mais Breton, il distingue deux phases. Il dit qu'il y a une première période du surréalisme qui caractérise comme intuitive, une période qu'il dit idéaliste, qui est vraiment basée sur la recherche d'un accès direct au subconscient, la recherche des émotions, tous les exercices dont je vous parlais avant, etc. Et qu'il y a eu une deuxième naissance du surréalisme. Il dit qu'il y a eu une période ensuite résonante, politique et matérialiste. Donc c'est lui-même qui synthétise la naissance du surréalisme comme ça. Et en fait, ça se voit, en fait, ça arrive assez rapidement après la première naissance. Et ça va notamment se traduire par un certain nombre de publications antipatriotiques, anti-impérialistes, beaucoup contre la guerre du Rif menée par l'Espagne contre le Maroc. Ça va être aussi, par exemple, le lancement d'une revue qui s'appelle le surréalisme au service de la révolution, alors que celle d'avant, c'était la révolution surréaliste. Donc on voit l'espèce de changement de place du surréalisme par rapport à la révolution. Et par exemple, ils ont aussi mené une campagne importante contre l'exposition coloniale au printemps 1931. Enfin, c'est tout un tas de prises de position directement politiques dès la fin des années 20, début des années 30. Et un des grands débats qui va traverser le surréalisme, c'est celui de l'engagement partidaire. Donc il va y avoir tout un débat en fait autour de savoir s'il faut ou pas adhérer au Parti communiste. Ça va être une grande question. Il se la pose déjà en fait en 24, donc dans le journal du bureau surréaliste, on voit qu'il y a des discussions qui se mènent d'un jour sur l'autre, est-ce qu'on adhère, etc., qu'est-ce que vous en pensez, enfin bon, je fais un peu vite mais voilà. Et en 1926, il va vraiment y avoir des débats organisés, des séances de discussion, des réunions avec à l'ordre du jour, est-ce qu'on adhère ou pas au Parti communiste. Bon voilà, je vous le passe un peu rapidement, mais en tout cas la préoccupation qu'ils avaient, c'était de se dire, en fait, la poésie surréaliste, ça implique nécessairement de militer, de préparer la révolution, parce qu'on a besoin de ça pour aller jusqu'au bout de ce qu'on veut tenter avec le surréalisme. Et d'autant plus, voilà, sur un terrain politique, social, les surréalistes, ils revendiquent totalement le Parti communiste. Ils revendiquent la ligne. Même après, vous allez voir qu'ils se soient retirés de l'organisation, ils continuent de soutenir le Parti communiste sur un certain nombre, sur plein de sujets politiques, mais très vite, très tôt, en fait, peut-être même initialement déjà, ils pointent l'impossibilité qui existe déjà à ce moment-là au sein du PC d'exprimer des critiques. Ils pointent le manque de démocratie interne, et notamment, ils le pointent parce qu'en fait, le PC veut les empêcher de prendre des positions propres sur les questions littéraires, artistiques. Eux, ils disent, en termes économiques, sociaux, nous, il n'y a pas de souci, on suit la ligne, si on n'est pas d'accord, on posera d'abord en interne et tout ça. Mais par contre, on veut pouvoir continuer d'être des poètes surréalistes, quoi. Bon, et du coup, ils vont choisir d'adhérer au PC. Mais en fait, le PC ne veut pas d'eux. Et du coup, il leur fait bien sentir, c'est-à-dire que Breton doit passer par plusieurs comment on dit, ouais, voilà. Non, il doit passer par des commissions de contrôle du parti pour décider s'il a le droit ou pas de rentrer. Ils le mettent dans un comité où il l'éloigne de l'activité politique, etc. Et ils font ça aussi avec d'autres surréalistes. Du coup, en fait, assez rapidement, ils vont juste arrêter de militer au PC. Mais il y a tout un temps avant qu'il y ait plus un désaccord frontal qui les oppose au Parti communiste, qui est du coup stalinisé. Et je vais y revenir un peu plus tard, mais ça se situe notamment sur le non-alignement sur le concept d'une littérature prolétarienne au sens où l'entend Staline, etc. Et ça va être sur ce terrain-là notamment que va s'ouvrir la lutte contre le PC. Et pour dire un dernier truc sur le lien entre, pour les surréalistes, leur lien avec la politique, pour vous dire à quel point c'est important. Peut-être on a souvent l'image de Breton qui est construite, c'est celui d'un mec qui s'embrouille avec tout le monde, qui était un grand dictateur du surréalisme, nanana. Enfin bon, peut-être c'est moi qui ai trop lu de choses sur le surréalisme, mais il y a tout un récit qui est fait de cette façon-là, où il avait l'air d'avoir un sacré caractère, mais je pense que c'est vraiment malgré tout quelque chose qui est erroné et faux, et notamment parce qu'en fait, c'est pas qu'il s'est fâché avec tout un tas de gens, c'est qu'en fait toutes les ruptures qui ont eu lieu au sein du surréalisme, elles se sont faites sur des bases politiques. C'est-à-dire que je vous parlais du moment où il y a eu l'adhésion au PC, pendant la réunion pour décider s'ils adhèrent au PC, c'est le moment où Artaud il se casse en claquant la porte, littéralement, enfin en tout cas ce qui a marqué dans le compte-rendu de la réunion,
parce qu'il ne veut pas adhérer au PC, qu'il veut pas, en fait, qu'il pense que le surréalisme va pas pouvoir se développer en adhérant en fait au Parti communiste. Donc ça, c'est la première rupture sur un terrain politique, mais ça va se poursuivre après. Aragon, il va rompre avec le surréalisme parce qu'il rejoint le stalinisme. Enfin, je veux dire, toutes les ruptures au sein du groupe artistique se font sur des bases politiques en fait, et je pense que c'est intéressant. Donc, là, je vais vous parler des surréalistes, mais pour discuter un peu des prolétariens, ils ont un parcours politique qui, là aussi, commence en fait après la Première Guerre mondiale. Enfin, c'est vraiment un déclencheur de biais de politisation important. Et notamment, ils vont avoir un premier militantisme pour la plupart d'entre eux qui se joue sur un terrain antimilitariste, pacifiste. Et je vais vous parler de la question de l'appartenance sociale des prolétariens. En fait, ça fait que bien souvent, ils sont arrivés à la politique d'abord par le syndicalisme. C'est des militants syndicaux. Il y a pas mal d'enseignants, donc pas mal dans les milieux syndicaux enseignants. Et ils sont généralement devenus directement des militants politiques dans des organisations. Certains en Parti communiste. Il y a aussi une forte influence libertaire anarchiste, parce que les anarchistes accordent beaucoup d'importance en fait à la littérature prolétarienne, au fait de développer des textes littéraires poétiques écrits par des ouvriers, etc. Donc il y a des liens importants entre ces deux traditions-là, quoi. Et en fait, contrairement aux surréalistes, eux, ils arrivent à la littérature par la politique et pas à la politique par la littérature. Donc c'est un peu un chemin inverse. Mais eux aussi, ils cherchent à allier la question de l'art et de la politique. Et c'est ce qu'ils vont faire au sein de la FIARI. Je parle trop vite, ou ça va. Du coup, le premier point qui fait tenir la FIARI, c'est la question de l'antifascisme. C'est un des points qui va unir le groupe d'un point de vue politique. C'est la lutte contre le fascisme. Donc déjà, c'est quelque chose de hyper... Enfin, c'est au cœur de la question politique de l'époque. Même voilà, Benjamin Péret, qui est un poète surréaliste, qui est peu connu et qui est pourtant excellent. Enfin, moi, je vous invite à le connaître. Et d'ailleurs, c'est le meilleur ami de Breton et ils ont une correspondance qui est géniale à lire. Et du coup, il allait combattre en Espagne contre le franquisme. L'exemple d'Hitler et de l'Allemagne, il est hyper présent et prégnant pour tous les artistes de l'époque. Pareil pour l'Italie, Mussolini, etc. Et donc, avant même que la FIARI se crée, ça va être un moment de militantisme commun et de rencontre. Et notamment, un exemple qui est très intéressant selon moi, c'est celui de 1934. Donc peut-être que certains sont allés au topo sur le Front populaire, mais peut-être sinon que vous savez tout court, mais que du coup le 6 février 1934, c'est le moment des émeutes, des manifestations de fascistes en France. Et du coup, dès le soir du 6 février 1934, il se tient une réunion de plusieurs intellectuels pour voir comment réagir. Donc Breton, il revient sur ce moment-là dans ses entretiens. Je vous ai mis la citation, mais je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est un petit peu longue. Et du coup, ils se réunissent le soir même et ils vont sortir un texte qu'ils vont appeler « Appel à la lutte ». Ça sort le 10 février, donc vraiment juste après, quoi, avec 90 signatures. Et ils vont faire un énorme travail et à la fin de l'année 34, ils vont avoir 6000 signatures. Donc le truc a pris vraiment une ampleur importante. Il y a un certain nombre de signataires connus, de plein de groupes, de groupes artistiques, d'intellectuels, etc. Et en fait, c'est un appel assez court. Le message, il va droit au but. C'est construire l'unité de la classe ouvrière, de tous les secteurs de la classe ouvrière. C'est un appel qui exige des organisations syndicales et politiques de la classe ouvrière de réaliser cette unité d'action et qui appelle, comme vous voyez, à la grève générale en le posant en fait en opposition avec l'union sacrée électorale et bourgeoise. Donc c'est vraiment un contenu ultra radical et qui est porté et qui est du coup signé, je rappelle, par 6000 personnes. Et après, ils lancent cet appel et ils vont pas s'arrêter là. C'est pas juste qu'ils vont faire un genre de tribune et basta. Ils vont chercher à faire derrière une enquête sur les moyens de réaliser cette unité d'action. Et puis surtout, ils vont faire naître le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, CVIA. Et ils vont faire en fait tout un travail dans les semaines qui vont suivre d'interpellation des représentants de la classe ouvrière, avec notamment en fait il faut voir qu'à ce moment-là le Parti communiste a une ligne qu'on dit sectaire, c'est-à-dire qu'en fait
ils traitent de socio-fascistes la SFIO, le Parti socialiste de l'époque, du coup, et enfin, voilà, du coup, ça fait que même au sein de la CGT, en fait, il y a une division, etc. Donc, il faut voir qu'on en est à ce niveau-là, de division de la classe ouvrière. Et du coup, ils font un énorme travail d'interpellation. Et pour vous dire à quel point, c'est-à-dire que Breton a eu un entretien avec Léon Blum pour essayer de le convaincre de porter l'unité de la classe ouvrière. Donc, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, c'est pas Breton qui a retourné Léon Blum, mais on voit en fait le niveau d'implication politique. Enfin, moi, ça m'a frappé quand j'ai vu ça. Ils prennent des initiatives et ils veulent jouer un rôle dans la vie politique du pays depuis leur position qui est offerte par le fait d'être artiste, intellectuel et reconnu de ce point de vue-là. Donc du coup, voilà, il y a ça, il y a eu d'autres éléments en fait qui les ont amenés à avoir un militantisme commun antifasciste, et ça va être un point important de la FIARI. Et notamment l'ancrage dans cette période, c'est le point de départ, c'est l'ouverture du manifeste de la FIARI qui commence du coup comme ça. Je vous l'ai mis aussi. On peut prétendre sans exagération que jamais la civilisation humaine n'a été menacée de tant de dangers qu'aujourd'hui. Les Vandales, à l'aide de leurs moyens barbares, c'est-à-dire fort précaires, détruisirent la civilisation antique dans un coin limité de l'Europe. Actuellement, c'est toute la civilisation mondiale, dans l'unité de son destin historique, qui chancelle sous la menace de forces réactionnaires armées de toute la technique moderne. Et ils continuent un peu plus loin au paragraphe 3, et ils disent « Le fascisme hitlérien, après avoir éliminé d'Allemagne tous les artistes chez qui s'était exprimé à quelques degrés l'amour de la liberté, ne fût-ce que formel, a astreint ceux qui pouvaient encore consentir à tenir une plume ou un pinceau, à se faire les valets du régime et à le célébrer par ordre dans les limites extérieures de la pire convention. » Donc pour eux, vraiment, de toute façon, pour les artistes, leur façon de le poser, c'est de dire c'est nécessaire, juste pour pouvoir continuer à peindre ou à écrire ou à quoi que ce soit, c'est nécessaire de lutter contre le fascisme, parce que de fait, en Allemagne, il y a eu toute la période des auto-da-fé, il y a une partie des œuvres de Marx, de Freud, de Gide, de Proust, d'autres écrivains français qui sont juste interdites. Donc évidemment que pour eux, ça a par ailleurs des conséquences très concrètes. Et cette dimension antifasciste-là que je lisais dans l'extrait du manifeste, qui va irriguer clé tout le bulletin. En fait, il y a plein de prises de position politiques qui dénoncent les conséquences du fascisme, et aussi, même, je sais pas, par exemple, ils vont publier un extrait d'une pièce italienne qui s'appelle L'école des dictateurs. Enfin, c'est quelque chose, vraiment, c'est un fil conducteur quand on traverse Clé. Si vous y penchez, vous verrez. Et par ailleurs, pour eux, lutter contre le fascisme, ça a aussi des enjeux dans la France des années 30. C'est-à-dire que c'est aussi lutter contre tout ce qui le précède. Et par exemple, en France, tout le long des années 30, en fait, il va y avoir une montée de l'autoritarisme. Il y a un certain nombre de décrets-lois racistes, notamment pour fermer les frontières qui visent notamment les réfugiés politiques espagnols, avec toute une répression politique qui augmente. Il y a des saisines de journaux politiques, etc. Et donc pour eux, c'est aussi une lutte contre l'antidémocratisme, contre l'autoritarisme, y compris en France. C'est pas juste de dénoncer ce qui se passe en Allemagne, mais c'est de voir concrètement aussi en France comment lutter contre les tendances qui montent, quoi. Donc ça, c'est la première jambe de la FIARI. Et la seconde, c'est l'antistalinisme. Ça, c'est un autre article que je vous ai pas lu parce que sinon on va y passer la journée. Du coup, l'antistalinisme, c'est un autre pilier de politique pour la FIARI. Là encore, du coup, ça va être une notion qui est au cœur du manifeste de la FIARI, et aussi au cœur, en fait, des rencontres de ces artistes avant même cette création. Donc, je pense, pour resituer rapidement, des fois on peut se perdre dans le temps. Mais Trotsky, à ce moment-là, c'est la figure au moment de la FIARI, c'est la figure la plus importante de l'opposition au stalinisme. Il vient de fonder la 4e internationale en 1938, précisément sur la base du stalinisme, comme une contre-révolution bureaucratique, comme un obstacle à toute perspective de révolution socialiste, etc. Et donc on en est là à ce moment-là, et ça a été précédé donc de plusieurs rencontres des membres de la FIARI. Par exemple, en 1936, donc en 1936, c'est le moment où il y a les procès de Moscou, c'est-à-dire la purge, l'emprisonnement, l'assassinat de toute la génération en fait de 1917, tous les dirigeants révolutionnaires qui ont
qui ont participé à la révolution sont poursuivis. Et les procès, ils débutent en juin 36 et ils vont jusqu'en 38. Donc c'est toujours une question qui est très très proche. Et on le sait maintenant beaucoup plus, mais c'est des simulacres, c'est rempli de faux témoignages qui sont obtenus sous la torture. Sinon, c'est juste des pures inventions calomnieuses, etc. Et tout le monde est condamné à mort. Donc voilà, ça donne le ton. Et face à ça, en fait, à l'international, l'opposition de gauche au stalinisme, qui est notamment guidée par Trotsky, et tous ses sympathisants, ils travaillent à construire une réponse politique. Et pour vous dire, donc en France, à Paris, il va y avoir un meeting qui s'appelle Pour la vérité sur les procès de Moscou, qui réunit 2000 personnes, qui est organisé par le POI, la SFIO, les JSR, les ANAR, l'Étoile nord-africaine. Et dans ce meeting-là, Breton il lit une déclaration collective des surréalistes, qui est signée par 11 membres du groupe surréaliste, pas Éluard, parce qu'encore une fois, c'est en train de présager la rupture d'Éluard qui est en train de rejoindre le stalinisme. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, dans la déclaration collective, il y a vraiment un hommage très fort à Trotsky et le soutien de l'appel en fait, à construire une commission d'enquête internationale. Et d'ailleurs, pour voir un peu les liens qui se nouent entre les deux groupes, à ce moment-là, cette déclaration de Breton surréaliste est publiée dans la revue prolétarienne qui s'appelle Les Humbles. Voilà, donc on voit les petites passes qui se font de ce point de vue-là. Et ensuite, du coup, Marcel Martinet, qui est un des artistes prolétariens, avec Monat notamment, et d'autres en fait, militants trotskistes français, ils vont lancer un comité français d'enquête sur les procès de Moscou, qui va être investi par les surréalistes et les prolétariens, et dans lequel, par exemple, Breton va être très actif. En tout cas, c'est des trucs qui sont soulignés dans les échanges entre Martinet et Trotsky, par exemple, qui dit « Ah putain, mais Trotsky, Breton, il est vraiment à fond, il est là pour tout, il est vraiment super investi, etc. » Et bon, je pense que c'est intéressant, encore une fois, de voir la façon un peu active avec laquelle il se projette dedans, quoi. Et par ailleurs, je vous disais, mais c'est des choses qui ont même commencé avant, parce qu'en 1934, à ce moment-là, Trotsky est en France, et les staliniens font tout pour faire en sorte qu'il soit expulsé de France. Et à ce moment-là, déjà, les surréalistes, ils écrivent un texte qui s'appelle du coup Planète sans visa, et qui défend le droit de Trotsky à rester en France. Tout ça se poursuit en 1937. Pareil, il va y avoir du coup un comité provisoire pour la défense de Trotsky pour mener une enquête indépendante. Il va y avoir plusieurs meetings avec des milliers de participants à chaque fois, la création d'un bulletin, une enquête, collecter de l'argent, etc. Et tout ça, c'est des choses dans lesquelles s'investissent ensemble les prolétariens et les surréalistes. Donc il y a vraiment en fait un rapprochement sérieux qui se fait à la fois vers le trotskisme, mais aussi entre eux. Donc ça, c'était un peu comment, ça permettait de reprendre un peu comment ils en sont arrivés là. Et cette lutte contre le stalinisme, c'est quelque chose, je vous disais, qui est très présent dans le manifeste. Je vous lis cette citation qui, je pense, est assez limpide. Sous l'influence du régime totalitaire de l'URSS et par l'intermédiaire des organismes dits culturels qu'elle contrôle dans d'autres pays, s'est étendu sur le monde entier un profond crépuscule hostile à l'émergence de toute espèce de valeur spirituelle. Crépuscule de boue et de sang, dans lequel, déguisés en intellectuels et en artistes, trempent des hommes qui se sont fait de la servilité un ressort, du reniement de leurs propres principes un jeu pervers, du faux témoignage vénal une habitude, et de l'apologie du crime une jouissance. L'art officiel de l'époque stalinienne reflète avec une cruauté sans exemple dans l'histoire leurs efforts dérisoires pour donner le change et masquer leur véritable rôle de mercenaires. Et cet extrait, en fait, il fait référence à ce qui est en train de se passer à ce moment-là en URSS. Il faut voir que l'art est en train de devenir un instrument de propagande central de la bureaucratie stalinienne, qui s'en sert en fait pour établir tout un tas de contre-vérités, de mensonges historiques. Par exemple, un journal qui s'appelle l'Izvestia, qui est un journal très important en URSS post-17, il va publier en 1938 la reproduction d'un tableau qui représente Staline comme dirigeant d'une grève à Tiflis en 1902, alors qu'en fait, en 1902, à cette époque, il était en prison. Donc,
pas en train de diriger une grève à Tiflis, et le truc est vraiment présenté comme, comme un moment historique important dans la vie de Staline. Et dans le même sens, il y a des tas de scènes historiques qui placent Staline au centre, qui vont le montrer soit dirigeant la révolution, soit dans des scènes comme ça, de façon à le glorifier, etc. Et puis sur le terrain formel, et je pense qu'on le voit assez bien sur cette image, qu'on ne voit pas très bien en fait, mais on voit après, on voit en fait que il y a un retour total à l'art classique qui est pratiqué sous le stalinisme, c'est-à-dire que sous le tsarisme, pardon, c'est-à-dire qu'à la place du tsar, maintenant il y a Staline, mais c'est vraiment la même esthétique super moche. Pour le dire. Mais, et du coup, donc, il y a tout ce changement sur un terrain esthétique. Et par ailleurs, je vous parlais des procès de Moscou, mais il y a plein d'artistes qui vont être victimes de ces procès de Moscou parce qu'ils vont être taxés soit de trahison, de trotskisme, ou sinon de non-réponse aux besoins nationaux ou de choses comme ça, qui vont être genre juste assassinés, torturés, etc. Il y a vraiment une élimination physique de toute l'émulation artistique qu'il y a eu en 1917. Et voilà. Et voilà, je sais pas si c'était clair, mais en tout cas, il y a 2 points un peu centraux pour la FIARI. Il y en a un, c'est la question de l'antifascisme, et l'autre, la question de l'antistalinisme. Ça, c'est des points nécessaires, c'est les bases communes pour adhérer à la FIARI à ce moment-là. Être trotskiste, c'est pas un critère. En témoigne notamment la présence de Jean Giono, qui est un pacifiste pas trotskiste, mais aussi une réflexion qui est formulée par Victor Serge dans « Et vous ?» Et vous c'est un article qui est publié dans Clé. Et en fait, d'un côté, c'est toutes les personnes à qui ils ont fait la proposition de rejoindre le groupe français. Et du coup, d'un côté, il y a tous ceux qui ont répondu, enfin pas tous, mais une partie de ceux qui ont répondu non et une partie de ceux qui ont répondu oui avec leur réponse. Et du coup, il y a notamment une réflexion de Victor Serge qui dit pour donner à notre organisation le maximum de chances de naître et de vivre, il faut, me semble-t-il, la concevoir largement, librement, ne point exiger de nos adhérents la clarté des idées qui est la nôtre, ne leur demander qu'une adhésion sincère à la révolution, celles-ci pouvant être conçues de façon autre que marxiste. Et en fait, on voit que vraiment, il y a cette idée que ce n'est pas le parti, ce n'est pas une organisation politique révolutionnaire, et que du coup, il n'y a pas besoin de partager jusqu'au bout un certain nombre de conséquences politiques, etc. Que les 2 points que je disais avant, en fait, c'est plutôt ça qui crée l'unité. Mais pour autant, en fait, on voit qu'il y a un certain nombre de prises de position politiques révolutionnaires qui traversent en fait la FIARI, et qu'au-delà de la posture défensive, malgré ça, en fait, il y a un engagement qui se dégage. De fait, il y a plusieurs militants politiques, par exemple de trotskistes, qui impriment quand même un peu la ligne politique, qui se voit dans plein de déclarations, dans des tracts. Il y a des petits articles, par exemple, bon, ça c'est pas trotskiste en soi, mais genre de critiques de meurtres policiers. Enfin, il y a toute cette dimension-là qui habite. Et il y a autour de pas mal d'exemples que je peux pas, je pense, vous détailler, mais on peut y revenir après si vous voulez. Il y a des critiques en fait très radicales où, en gros, pour synthétiser, ils pointent la bourgeoisie comme une classe en mesure de prendre plusieurs formes. Et c'est-à-dire que fascistes et démocrates dirigent ensemble le monde sans aucun souci au moment où ils écrivent Clé, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez important, et il y a vraiment cette volonté de batailler pour maintenir la révolution prolétarienne comme le seul horizon d'émancipation possible. Et ça va se voir autour de notamment un autre exemple que j'ai envie de vous partager. En 1935, il y a une alliance qui se noue entre André Breton et Bataille et d'autres, qui se crée sous le nom de Contre-Attaque, Union de lutte des intellectuels. Et ils vont prendre position en fait sur le programme du Front populaire, et ils vont dire ça. Et je trouve que c'est intéressant pour voir vous allez voir, parce qu'à la fin, ce que je vais vous montrer, c'est le contenu politique. Du coup, ils disent: nous disons actuellement que le programme du Front populaire, dont les dirigeants dans le cadre des institutions bourgeoises accéderont vraisemblablement au pouvoir, est voué à la faillite. Une constitution d'un gouvernement du peuple, d'une direction de salut public, exige une intraitable dictature du peuple en armes. Donc ça, c'est une position d'intellectuels et d'artistes en 1935. Et c'est très similaire à ce qu'écrivait en fait au même moment
enfin pas exactement, ouais, quelques mois après, Trotsky et la 4e internationale, parce qu'il lui il dit en 1935, il dit dans un article qui s'appelle « Pour les comités d'action, pas le Front populaire », il dit, je crois que c'est lui aussi, après avoir gagné la confiance des masses ouvrières sur la base d'un programme socialiste, les chefs des partis ouvriers cèdent volontairement la meilleure part de cette confiance aux radicaux, donc le parti bourgeois de l'époque, en qui les masses ouvrières n'ont précisément aucune confiance. Le Front populaire, dans son aspect actuel, foule aux pieds non seulement la démocratie ouvrière, mais la démocratie formelle bourgeoise. Et du coup, moi je trouve en tout cas, quand on voit ces deux citations, le fil commun qui les pousse à voir dans le Front populaire un moment de trahison énorme de la classe ouvrière avant même qu'il ait abouti et qu'il y en ait la preuve, quoi. Et vraiment ce centre de gravité dans le fait d'avoir une aspiration au changement révolutionnaire de la société, à la nécessité voilà, de la préparer. Et ces positions-là, donc politiques, sont très proches. Bon voilà, j'ai traversé un certain nombre de points et sur les accords politiques, et je vais essayer de me concentrer maintenant sur la question plus de l'articulation entre l'art et la révolution, plus directement. En fait, ce qui est assez énorme dans la FIARI, c'est que c'est pas juste que les artistes et les intellectuels ils se retrouvent pour avoir une position politique, parce que ça, ils l'ont fait à d'autres moments des années 30. Vous avez vu Appel à la lutte, tous ces trucs-là et tout, ils en ont fait à plein de moments. Mais là, ils se retrouvent aussi pour dire qu'ils veulent défendre un art révolutionnaire. Et ça, c'est la première fois que des courants esthétiquement si différents se retrouvent pour dire nous, on défend un art commun, en fait, et il est révolutionnaire. Et donc, franchement, je trouve que c'est intéressant. Et je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils arrivent à dégager au final derrière cette définition. Je le disais rapidement tout à l'heure, mais les désaccords qui vont s'exprimer avec la ligne stalinienne, la ligne de la 3e internationale, en fait, ça va se situer notamment sur un terrain artistique, sur le fait de ne pas vouloir dire qu'il y a une littérature, ça doit être la littérature prolétarienne, et point barre, et notamment du coup la rupture elle va se cristalliser de façon très nette au moment du congrès de Kharkov en Russie en 1930. Donc il y a toute une discussion qui se lance, c'est un congrès avec des délégations internationales, etc. Et d'ailleurs la discussion se mène centralement sur ce qui se passe en France en termes de littérature, et ça aboutit à une sacralisation de la littérature prolétarienne qui est dite nationale par la forme et socialiste par le contenu, selon Staline lui-même. Et par ailleurs, ça se combine à une condamnation du surréalisme breton spécifiquement, qui est traité de trotskiste, et du coup qui est considéré comme une idéologie contre-révolutionnaire. Donc vraiment, c'est très dirigé. Et par ailleurs, au congrès de Kharkov, il y a Aragon, notamment pour la délégation française. Et Aragon, à ce moment-là, il est encore membre du surréalisme, et ça va être le point de rupture, puisque de fait, c'est interdit par le congrès de Kharkov. Et notamment, en fait, c'est hyper concrètement, en fait, ils doivent écrire une lettre où ils doivent reconnaître les fautes commises antérieurement, s'engager à ne pas les répéter dans l'avenir. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils doivent notamment se faire pardonner de ne pas avoir soumis leur activité littéraire au contrôle du PCF, de ne pas avoir milité suffisamment. Aragon doit reconnaître avoir eu tort en attaquant un attaquant hors des organes du parti de membres du PCF, un truc qui remonte à quelques années avant. Enfin, vraiment, vous voyez, c'est un truc, c'est pas juste qu'ils ont fait une déclaration, c'est qu'ils sont en train de leur mettre une énorme pression pour renier tout leur engagement surréaliste, etc. Et du coup, là, Aragon, il renie son engagement surréaliste, et de fait, il rompt avec le surréalisme à ce moment-là. Et du coup, la FIARI, elle va notamment avoir pour ambition, je vous disais, de concurrencer cette politique-là et cette théorie, etc. Mais par ailleurs, ça va avoir aussi comme conséquence, au-delà de la méthode répressive, une lutte contre l'esthétique stalinienne. Et c'est quelque chose qui revient à plusieurs moments, de voir en fait les conséquences de ces prises de décision sur la qualité de la création artistique, littéraire en Russie. Donc notamment, voilà, une petite affiche d'un film qui s'appelle Lénine en octobre. Donc en fait, il y a une critique du film Lénine en octobre qui est publiée dans Clé. Donc
C'est Yves Allégret, qui est un réalisateur qui rédige une critique du film. En fait, il veut dénoncer la pauvreté d'un art totalement mensonger. Et du coup, il décrit, il revient sur le film que j'ai choisi de ne pas voir. Du coup, il m'a convaincu. Il dit des décors en carton de pâte, une maigre figuration du Châtelet pour les scènes d'ensemble, un acteur qui joue Lénine comme Charles Boyer Napoléon, un Staline bien moustachu, tout ce qu'il y a de bien naturel dans le genre Jardin, toujours debout derrière la chaise de Lénine. Aucune atmosphère, une grande pauvreté de moyens et pas une seule vision des masses en révolution. Pas un visage vivant et anonyme auquel s'accrocher, aucun rythme, aucune émotion, mais des intrigues diplomatiques dans de tristes couloirs, du mauvais théâtre où il se passe quelque chose de louche et non quelque chose d'éclatant, où l'on oublie tout le temps de dire quelque chose d'essentiel. Voilà ce qui fut ça. Bon, voilà, c'est très clair. Il n'y a rien à en tirer. Et pour lui et pour les membres de la FIARI plus en général, c'est vraiment l'idée aussi que de faire un art de propagande, en fait, ça donne ce genre de bouse. Et notamment, en fait, quand c'est une propagande qui est totalement mensongère, basée sur des faussetés, etc. Et ça ne permet pas, en fait, d'avoir une quelconque qualité de contenu derrière. Et du coup, la pauvreté de la réflexion artistique, de la recherche formelle, etc. Tout ce que je disais sur le retour au code du réalisme sous le tsarisme, etc. En fait, c'est des choses qui dénoncent aussi à d'autres moments. Et je vais vous donner un autre exemple parce que je l'aime bien. Donc, dans Clé, c'est chiant qu'on voit pas trop parce que ça vaut le détour. Mais on voit un peu. Je vais vous décrire. Mais en gros, pardon. Du coup, il publie une image et marque dessus, ils publient ça donc dans Clé, toujours leur bulletin, et ils marquent l'art en URSS. Et après, ils mettent aucun commentaire. Et en fait, on voit une publication qui est publiée dans l'Izvestia, le même journal dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, on voit pas très bien, mais on voit 4 patineurs qui annoncent la nouvelle année avec chacun un t-shirt 1939 en mode 1939. C'est genre une scène de fête de fin d'année avec les codes de Noël, avec un énorme sapin, avec une énorme étoile lumineuse, des feux d'artifice, et bim au milieu la tête de Staline avec une faucille et un marteau. Et genre vraiment, mais je sais pas si on peut mieux voir, mais parce que vraiment ça vaut le coup, genre c'est excellent. Et du coup, eux, ils se passent de commentaires. Ils disent, voilà, vous pouvez faire votre choix, si vous aimez, allez-y, go. Et vraiment, je pense que c'est quand on voit un peu le niveau de kitsch de la production, enfin mais de kitsch non volontaire, quoi, genre du kitsch stalinien. Et ben, je pense qu'on voit un peu voilà, ce qui se joue. Et pour eux, du coup, vraiment, il y a à la fois cette lutte contre la répression, mais aussi contre les conséquences en termes de qualité artistique et d'innovation, etc. En fait, que oui, quand tu tues tous tes artistes, bah, ça donne ça, quoi. Donc voilà. Ça, c'est une première chose importante dans la lutte contre l'art stalinien, c'est aussi esthétique. Et après, une question qui est au-delà du stalinisme, qui est vraiment le pire de ce point de vue-là, quoi. C'est la question du contrôle du parti. C'est une question qui est importante, je pense, pour nous, quelque chose qu'on nous dit souvent quand on parle d'art, avec les gens, oui, mais vous... Bon, souvent, évidemment, c'est basé sur ça, sur le stalinisme, etc. Mais pas que, c'est vrai, c'est une question, qu'est-ce que doit faire le parti en matière d'art ? Qu'est-ce que doit faire le parti en matière d'art ? Et c'est une question qui va se poser à différents moments, notamment, en fait... au moment du fameux congrès de Kharkov. Donc il y a Andrei Zhdanov qui en fait dirige la politique culturelle en URSS à partir notamment de cette période-là, et qui va dire la chose suivante. Il dit « Les écrivains soviétiques ont déjà créé pas mal d'œuvres de talent qui dépeignent la vie de notre pays soviétique avec exactitude et vérité. Il y a déjà une série de noms dont nous avons le droit d'être fiers, sous la direction du parti, sous la direction attentive et quotidienne du comité central, avec le soutien et l'aide inlassable du camarade Staline, la masse entière des écrivains soviétiques s'est unie autour du pouvoir soviétique et du parti. » J'en ai fait un peu trop, mais en même temps c'est tentant. Parce que vraiment, on voit clairement, en fait, avec cette prise de position, le lien entre le parti, c'est qui dirige. Parti, la direction la plus haute. Staline lui-même est à l'origine de la création artistique en 1930, etc. Donc vraiment, il y a un lien ultra explicite, point barre. Je dirige. Et je vous ai mis une autre citation en dessous.
parce que je trouve que le contraste est intéressant. Et la FIARI va défendre une vision très libérale de l'art, au contraire. Bon, ça se voit même dans le groupe du nom, évidemment, genre lié profondément révolutionnaire et indépendant. Je pense qu'il y a déjà quelque chose qui se dit. Et pour la FIARI, vraiment, l'art, il ne doit pas être dicté ni par un parti, ni par l'État, sous peine d'être avili dans son essence même. Et ils expliquent du coup dans le manifeste, ils disent en matière de création artistique, il importe essentiellement que l'imagination échappe à toute contrainte, ne se laisse sous aucun prétexte imposer de filière à ceux qui nous presseraient, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain, de consentir à ce que l'art soit soumis à une discipline que nous tenons pour radicalement incompatible avec ses moyens. Nous opposons un refus sans appel et notre volonté délibérée de nous en tenir à la formule « toute licence en art ». Et je pense vraiment que la comparaison, elle permet de voir le caractère très subversif de cette proposition-là. Il n'y a pas de consigne de la bureaucratie, pas de censure, mais même plus subtilement, qu'il ne peut pas y avoir un attendu de contenu politique lisible pour chaque création, parce qu'en fait, sinon, l'art ne va pas pouvoir se développer librement, et que par ailleurs, c'est vraiment aussi l'idée d'affirmer que l'art a une place à part, qui dispose de règles différentes. Et d'ailleurs, c'est intéressant à ce titre de voir qu'en fait, cette citation que je viens de vous lire, Breton, il en avait proposé une version originale qui faisait toute licence en art, sauf contre la révolution prolétarienne, et que Trotsky a demandé en fait à l'enlever, et du coup c'était pas paru dans la version finale, parce que précisément il voyait le risque qui pouvait être fait de cette petite restriction dans le fait de l'utiliser contre l'art et contre les artistes, et du coup on voit en fait à quel point cette revendication là, elle est de liberté, c'est genre vraiment hyper fort, quoi. Voilà. Je me suis perdue. Mais du coup, dans un moment dans le contexte où ces phrases elles sont écrites, je pense que c'est vraiment l'idée que ça va permettre d'ouvrir une autre voie pour l'art et pour l'art révolutionnaire notamment. Et par ailleurs, je veux insister là-dessus parce que c'est pas juste qu'ils se sont dit que l'indépendance de l'art c'était important maintenant que le stalinisme ou que le fascisme avait détruit l'art. C'est quelque chose qui, avant même qu'on voit en fait les conséquences de ça, était quelque chose qui tenait à cœur à la fois des surréalistes et à la fois de Trotsky. Et je vais vous faire à nouveau un petit parallèle de citation parce que je trouve que c'est intéressant. On a vu tout à l'heure leur rapprochement sur un terrain d'accord politique et là sur un terrain plus artistique. Donc Breton en 1900... c'est pas les bonnes citations. J'ai dû les sauter. Je sais pas. Je voulais dire. Le premier, il déclarait, donc Breton, il déclarait en 26 dans un texte qui s'appelle Légitime défense, il dit « Il n'est personne de nous qui ne souhaite le passage du pouvoir des mains de la bourgeoisie à celle du prolétariat. En attendant, il n'en est pas moins nécessaire, selon nous, que les expériences de la vie intérieure se poursuivent, et cela, bien entendu, sans contrôle extérieur, même marxiste. » Et on pourrait se dire, Breton, ça se comprend, le mec, il était surréaliste avant tout, mais Trotsky, lui, il va peut-être pas dire pareil. Et en 1924, dans son ouvrage qui s'appelle Littérature et Révolution, donc on est loin encore de la période où le stalinisme a déjà fait d'importants dégâts sur un terrain artistique et tout, il dit « L'art doit se frayer sa propre route par lui-même, ses méthodes ne sont pas celles du marxisme. Si le parti dirige le prolétariat, il ne dirige pas le processus historique. Oui, il est des domaines où il dirige directement, impérieusement. Il en est d'autres où il contrôle et encourage, certains où il se borne à encourager, certains encore où il ne fait qu'orienter. L'art n'est pas un domaine où le parti est appelé à commander. Il protège, stimule, ne dirige qu'indirectement. Il accorde sa confiance aux groupes qui aspirent sincèrement à se rapprocher de la révolution et encourage ainsi leur production artistique. Il ne peut pas se placer sur les positions d'un cercle littéraire, il ne peut pas, il ne le doit pas. » Et donc, vraiment, il y a cette idée que il n'est pas possible d'imposer une esthétique révolutionnaire et de dire voilà, ça, c'est l'esthétique révolutionnaire, maintenant tout le monde doit faire ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pas envisageable, et la FIARI, c'est précisément en fait une façon de développer ces intuitions, ces réflexions qu'ils avaient déjà dans les années 20, de refuser l'idée d'un contrôle du parti, de la soumission à un cadre marxiste, etc., mais de voir comment il est possible de rendre possible, comment il est possible
d'organiser malgré tout les artistes révolutionnaires. Je vais sauter des petits trucs. Et du coup, vraiment, en fait, cette question de la rencontre en différents courants artistiques s'est présentée un peu comme le point de départ de la FIARI. C'est vraiment l'union de ces artistes qui ont soit des pratiques plus figuratives, plus réalistes, ou plus comme les surréalistes qui vont faire un tout autre travail de collage, etc. Qui vont se côtoyer et exister ensemble au sein de la FIARI. Et en fait, du coup, vraiment, je pense que le truc à retenir, c'est qu'il existe des arts révolutionnaires au pluriel et qu'en fait, ce sont des artistes qui adhèrent à cette perspective avec leur propre sensibilité artistique. Donc ça, pour moi, c'est un des premiers points importants de ce que c'est l'art révolutionnaire dans la FIARI, quoi. Du coup, les arts révolutionnaires, plutôt. Et une chose qui me paraît assez importante aussi de ce point de vue-là, c'est la question de la révolution pour libérer l'art. Ça, c'est un autre des aspects qui unit la FIARI. Déjà, ça part du fait que, oui, les artistes, ils ont un rôle à jouer dans la situation, qui peuvent prendre position, qui ne peuvent pas en fait se situer genre au-dessus de la mêlée, etc. C'est vraiment de lutter contre l'idée qu'il y a une autonomie de l'art vis-à-vis du monde qui l'entoure, et l'idée surtout que si jamais l'art prenait un rôle politique, il perdrait son essence, etc. Ils vont notamment défendre le fait que voilà, l'opposition artistique, c'est une force qui a un rôle à jouer dans la période, c'est quelque chose qu'ils disent dans le manifeste et qui est dans la situation que je vous projette. Il y a vraiment cette idée que la révolution, c'est nécessaire pour pouvoir ensuite libérer l'humanité et du coup rendre de nouvelles perspectives artistiques. Ils veulent en finir avec une société dans laquelle il y a une classe qui s'arroge l'accès à l'art, l'accès notamment aussi à la création. C'est pas juste de pouvoir aller voir quelque chose, c'est de se poser comme créateur, etc. Et ils défendent un art révolutionnaire en tant qu'ils cherchent à détruire les frontières qui sont imposées par l'hégémonie bourgeoise, que ce soit dans son contenu, dans sa forme, dans son origine. Et en fait, ils développent la révolution comme un impératif qui soit social et artistique. Je vous disais, libérer l'humanité pour que l'art, pour que l'imagination puisse s'épanouir pleinement. Et notamment, il y a une notion qui revient à plein de moments, et c'est l'idée qu'il faut être un artiste sincère, pour être un artiste véritable, et pour surtout être un artiste révolutionnaire, il faut être sincère. Et je trouve que c'est une notion qui est intéressante, et qui a plusieurs citations que je trouve assez parlantes de ce point de vue-là, notamment une de Michel Collinet, qui est un agrégé de maths, un militant du PSOP, donc du Parti socialiste ouvrier paysan, et qui écrit un article donc toujours pour Clé, donc le bulletin de la FIARI, et il dit dans cet article, qui s'appelle « L'homme à la recherche de lui-même », il dit la création intellectuelle ou artistique ne peut se passer dans aucun domaine du conflit intérieur qui la sollicite. Et ce conflit, à notre époque, puise une sève vigoureuse dans celui qui oppose les classes sur le terrain social. Que celles-ci voient leur activité anéantie par la hache des régimes totalitaires, la création intellectuelle se tarit, non pas seulement sous les coups de la censure gouvernementale, que sous l'effet d'une perte d'équilibre intérieur. Et j'aime vraiment beaucoup cette citation parce que je la trouve hyper dialectique, dans le sens où non seulement, évidemment, elle refuse de poser l'artiste comme en extériorité du monde, mais au contraire de voir non seulement comment la décadence capitaliste, elle porte en elle la décadence de l'art, mais aussi comment en fait il y a un lien profond entre la superstructure, entre la réalité matérielle, entre la lutte de classe, et comment en fait il y a un impact sur le développement de l'intériorité, de l'individualité, pas au sens néolibéral, mais au sens plus profond et réel, qui est à l'origine en partie de la création artistique. Et je trouve que c'est très intéressant en fait de ce point de vue-là. Et pour achever de vous convaincre qu'il faut être trotskiste, il défend en fait une ligne assez similaire, et je trouve ça incroyable par ailleurs. Enfin bref, voilà, vous allez voir, vous verrez si vous trouvez ça incroyable ou pas. Mais du coup, dans une lettre que Trotsky il écrit à Breton et qui est publiée aussi dans Clé, il dit « La lutte pour les idées de la révolution dans l'art doit commencer une nouvelle fois pour la lutte pour la vérité artistique, non dans le sens de telle ou telle école,
mais dans le sens de la fidélité inébranlable de l'artiste à son moi intérieur. Sans cela, il n'y a pas d'art, tu ne mentiras point, voilà la formule du salut. Bon, déjà, on voit grave l'influence de la psychanalyse, etc., sur les réflexions de Trotsky. Mais par ailleurs, en fait, je trouve qu'on voit... vraiment, Trotsky, il n'était pas fan de surréalisme, je pense. D'après tout son entourage, il s'était pas intéressé trop avant que Breton arrive. Et même une fois que Breton était arrivé, ça n'avait pas l'air de l'avoir transcendé, quoi. Mais vraiment, on voit qu'au-delà de l'esthétique, des zones prédestinées, etc., il n'y a pas de consigne de parti, mais il y a une recherche de se poser la question si on est révolutionnaire, du coup, est-ce qu'en tant qu'artiste révolutionnaire, on est en phase avec ces conceptions-là, etc. Et qu'en fait, je crois que du coup, c'est pas tellement une esthétique c'est pas une esthétique qui se dégage de la Fiary en tant qu'art révolutionnaire, mais c'est plutôt une forme d'éthique, de morale de l'artiste révolutionnaire. Et voilà, je trouve que c'est ce qui est assez fort là-dedans. Et pour conclure rapidement, pour refaire un peu le tour de tout ce qu'on a dit, voilà, la Fiary, elle s'est construite d'abord sur des limitations politiques autour d'un militantisme commun tout au long des années 30, dans la lutte contre le fascisme, dans le fait de revendiquer la centralité du prolétariat, dans le fait d'y voir la solution pour mettre fin au fascisme qui est en train de détruire l'humanité dans plein de pays. Et voilà, tout l'attachement à la révolution. Et après, ils vont donc revendiquer la place des artistes dans ce processus-là. Ils défendent que l'engagement ne doit pas se restreindre juste à leurs écrits, à leur création, que par ailleurs cet engagement n'annihile pas leur création, qu'au contraire il va les nourrir, il va nourrir leur intériorité, que c'est pas juste qu'ils vont écrire « Ah, ce jour-là, il y avait la révolution ». Et un truc que je trouve, je sais pas, j'y réfléchis plus en faisant mon topo d'ailleurs, c'est que il y a des versions artistiques qui sont différentes. Les prolétariens, ils vont s'intéresser plus à la conscience, à la classe ouvrière, plus directement comme sujet, etc. Mais il y a tout ce truc, je vous disais, de l'authenticité. Le choix du réel, c'est un truc qui est hyper fort pour eux vraiment. Et en fait, les surréalistes, eux, ils ont aussi une énorme attention à la question du vrai, et qui prend une toute autre forme. Eux, c'est plus le truc du passage vers une autre réalité intérieure qui soit plus vraie, car pas des... Enfin, voilà, et notamment en empruntant les chemins de l'inconscient, etc. Et en fait, alors que esthétiquement, c'est différent, eux, ils sont animés par cette question du vrai, etc. Et je trouve que c'est intéressant que dans la Fiary, en termes de conséquences sur le terrain un peu de la morale, de l'éthique révolutionnaire, ce truc de l'artiste véritable, l'artiste vrai, sincère, etc., soit une notion qui est aussi importante. Et je pense que c'est là où on voit que l'éthique, que les théories, etc., c'est un truc qui est profondément lié à qu'est-ce qu'après il pourrait être créé d'un point de vue artistique, d'un point de vue esthétique, et que c'est pas juste des déclarations sur le papier qui ont eu aucune incidence, et qu'au contraire, je crois que c'est imbriqué. Voilà.